14 ans, il a fait l'exécution. اصلا العشق قبل ما يودع. Voilà, bonsoir. Merci de participer à cette conférence. Vous pensez à couper votre micro pour éviter que on ait beaucoup de bruit de fond. Je vais essayer de voir si tout le monde ça va être fait maintenant. Non, encore vous dira. Voilà, je coupe. Tum, tum, tum. Voilà. Ok. Bien. Donc, bonsoir Nawel. Je ne sais pas si tu veux, tu veux saluer les participants aussi. Tu mets ton micro par contre. Ok. Bonsoir Yves. Bonsoir Nawel. Ça Bonsoir va, tu vas Karine. bien? Oui, oui. Oui, Inch'Allah, comme on dit. ça va. C'est une conférence intrigante aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intérêt. Le sujet est très, très chaud. D'accord, ok, parfait. Donc pensez à couper vos micros, parce que je vois qu'il y en a qui laissent encore le micro ouvert. Alors, je coupe de mon côté. Voilà. Bon, je suis désolé, mais il y a plein de personnes qui arrivent encore, donc je vais laisser rentrer. Euh, ok, bien. Donc merci à l'École supérieure privée de psychologie et énergétique clinique, Nawel, et aussi l'Institut l'École de naturopathie Maroc de m'avoir convié à faire cette conférence, cette présentation. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour essayer de un petit peu discuter de cette situation ou de cette problématique. Et Mhm, puis, voilà, donc il y aura une partie présentation, une partie questions-réponses. Et mhm. puis, voilà, normalement, c'est enregistré, donc il y aura certainement un replay. Et il y aura certainement aussi une formation derrière pour ceux que ça intéresserait. Donc, voilà, il y a des possibilités de, de voir tout ça. Et je suis désolé, mais pensez à couper لا vos هادشي صار micros. دابا. Pensez à couper vos micros parce que chaque fois que je dois le faire de mon côté, je suis obligé d'interrompre la présentation. Donc c'est plus facile si vous le faites quand vous arrivez dans la salle. Voilà, je vais faire une S qui arrive. Voilà. Ok. Nawal, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler d'abord? Sinon, je démarre la présentation et après, comme ça, on aura plus de temps pour les questions-réponses. Ok. Je te vois pas là. Ah, alors je suis présent 2 fois. Il faut me chercher s'il y a une deuxième vignette. Il y a une vignette pour Mhm. le son et une vignette pour la vidéo. Donc, Ok, je voulais que le son soit très bon, donc j'ai ok. préféré ne pas Je prendre de te vois risques. maintenant. Je te vois. Donc, dans le cadre de formation et de conférences que nous offrons à notre communauté, donc avec nous aujourd'hui, Yves Wautier-Freeman, psychothérapeute, sexologue, spécialiste des traumas simples et complexes et les troubles de l'attachement. Donc, on a fait beaucoup de recherches pour savoir les gens ici et ils s'intéressent à quoi exactement concernant la psychologie. Donc, il y avait 4 thèmes qui ressortent à chaque fois et parmi eux, le thème de les problèmes de couple. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a un spécialiste avec nous qui va nous parler un peu de ça et expliquer plein de choses.
j'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions, apprenez vos notes. Et Yves, il est là, comme d'habitude, très généreux de répondre aux questions, de faire beaucoup d'efforts pour essayer de sensibiliser les gens à la psychologie énergétique. À toi, Yves. Merci Noël. Merci. Et merci à Karim pour son aide technique, hein, parce que il est aussi branché. Euh, je vais peut-être voir, je vais voir si je peux. Attendez, je vais voir si je pourrais peut-être désigner Karim comme co-hôte aussi, parce que ce serait intéressant. Oui, pour garder l'enregistrement, comme ça, les Oui, gens et qui puis aussi demandent. pour que. Voilà, Karim, attends, je te cherche. Voilà. Karim, ça c'est le message direct. Alors, comment est-ce que je peux te désigner comme co? Tutututum. Alors, comment est-ce que je peux faire encore? C'est ici, plus. Pom, 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 pom. Alors, j'espère. Karim, plus Wi-Fi. Non, ça, c'est pas pour moi. Bonsoir Inès, Islam, Karim, enfin bref, tout le monde. Alors, Karim, je ne sais plus comment je dois faire pour te nommer co-hôte. Si tu te souviens, tu peux me l'écrire. Comme ça, je peux te filer aussi les commandes. Ce sera plus simple pour moi pour la suite. Comme ça, je peux me centrer sur la conférence parce qu'il y a plein de personnes qui arrivent encore et du coup, je suis chaque fois obligé de m'interrompre. Donc, pensez à désactiver votre micro quand vous arrivez. Il y aura une meilleure qualité de son et d'enregistrement également. Donc, Karim, tu sais reprendre la main aussi comme co-hôte, c'est possible? Je sais pas s'il m'entend, j'espère. Ça n'arrête pas, il y a plein de personnes qui arrivent. Ouais, Voilà, il a bon, répondu. il Il a a dit oui. répondu? Ok. Oui. Et là, tu as réussi, tu es co-hôte là? Ah, encore quelqu'un qui a laissé. Voilà, je désactive. Donc, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Ça nous évitera d'entendre tout ce qui se passe dans votre famille. Voilà, ok. Donc, Karim, j'espère que c'est bon pour toi. D'accord? Tu as récupéré le code, tu sais faire rentrer les gens et couper leur micro s'ils oublient de couper le micro, ce serait gentil. Comme ça, je peux démarrer, je peux démarrer la conférence. Ok, donc voilà, donc je m'appelle Ivo Tefremen, voilà, je suis spécialisé dans l'accompagnement, notamment des traumas complexes, des blessures d'attachement. Et évidemment, les blessures d'attachement ont un impact très important dans tout ce qui touche aux liens, aux relations, et forcément, c'est un impact au niveau des couples, puisque quand un couple se rencontre, c'est souvent une rencontre de deux blessures, sauf si, en tout cas, si on a un attachement qui est insécure. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que c'est. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Je coupe le niveau 3-4 que je vais couper. Voilà. Voilà, donc je vais vous expliquer certains des concepts, hein. Aussi qu'est-ce qu'on entend par couple, une relation, et qu'est-ce qui rend difficile parfois la relation au sein du couple. Et voilà, déjà quelques pistes aussi peut-être de travail pour vous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux si on veut vivre un couple épanoui. Euh, voilà, donc on va essayer de faire un petit peu tout ça. Bon, on a bloqué 1 heure, on débordera peut-être un tout petit peu, mais pour la suite, vous pouvez toujours contacter aussi Nawal et le centre pour avoir d'autres conseils ou simplement pour pouvoir aller plus loin dans ce travail. On a créé une chaîne juste pour ça. Ok, Les gens, d'accord. s'ils veulent partager, poser des questions, s'ils ont besoin d'aide,
Donc, ils peuvent nous contacter. Ils seront toujours les bienvenus. Ok. Nous les prendrons en charge dans la bienveillance et un professionnalisme comme d'habitude. Ok. Alors, peut-être mettre dans le chat, pensez à ouvrir votre chat, hein, votre Oui. conversation, parce que comme ça, on va vous mettre les coordonnées hein, de cette chaîne. Ou Voilà, comme... Voilà, je coupe toujours le micro. Ok. Donc, je démarre cette fois-ci pour de vrai et pour de bon. Euh, En gros, il y a plusieurs éléments qui nous intéressent par rapport. Attendez, parce qu'évidemment, je ne suis pas sur les bonnes choses. Voilà. Donc, comme j'expliquais, les blessures d'attachement vont fortement impacter le couple. Donc, le couple, au départ, c'est censé être deux êtres humains qui décident de partager un moment plus ou moins long ensemble et sur Terre, peut-être avec l'envie de fonder une famille, avoir des enfants, et, voilà, et qui vont mettre sur pied un projet. En général, on estime qu'un couple va se construire autour de certains piliers, qui sont vraiment des piliers qui vont aider au renforcement du lien et au fait que ce lien puisse se développer. Parce qu'il y a évidemment l'attrait des premières semaines ou des premiers mois, hein, où on est attiré par l'autre. Ça peut être parce qu'on le découvre, ça peut être parce qu'il y a aussi des aspects purement biologiques comme des phéromones, hein, qui sont des molécules qui vont faire qu'on se sent attiré par l'autre. Mais il y a également, évidemment, tout un aspect psychologique qui est en lien notamment avec l'attachement. L'attachement, c'est donc la sécurité émotionnelle et affective que nous développons dans les premières années de vie et qui se développe déjà pendant la gestation, donc pendant le fait que nous sommes encore dans le ventre de notre mère, et après la naissance, par les soins, l'attention que nous allons recevoir des parents ou des donneurs de soins. Donc cet attachement est très important et on estime que il y a à peu près une personne sur deux qui a une blessure d'attachement. Ce n'est pas parce que les parents étaient nécessairement malveillants, mais, ni nécessairement négligents, mais parfois les besoins du bébé, de l'enfant, n'ont pas été rencontrés, et ces besoins font partie de besoins primaires de sécurité, de soins, etc. Euh, il y a, dans ce cadre-là, il peut y avoir ce qu'on appelle certains réflexes archaïques, qui sont des réflexes de base que le bébé développe déjà aussi dans le ventre de la maman, et après la naissance, ils vont apparaître chronologiquement et disparaître chronologiquement, et certains de ces réflexes ont pour vocation de nous sécuriser, donc d'augmenter la sécurité, indépendamment de ce que nous allons recevoir de nos parents comme attention, amour, affection, etc. Donc si l'enfant ne reçoit pas ce dont il a besoin, quelle que soit la volonté des parents ou des donneurs de soins, il y aura donc une insécurité de base. Cette insécurité va se traduire par plusieurs cas de figure. Une personne sur quatre, c'est ce qu'on appelle un attachement anxieux. Donc, ce sont des personnes qui auront tendance à être fusionnelles dans leur couple ou dans les relations. Ils vont se surinvestir dans le lien et ils ont besoin d'avoir des retours très, très rapides et très réguliers de leur partenaire. Ça peut être aussi des amis ou même parfois des collègues, ou sinon ça va déclencher une angoisse de fond, une anxiété de fond qui est en lien avec la peur d'être rejeté, abandonné, etc., de ne pas compter suffisamment, de ne pas avoir sa place. On a de l'autre côté de la balance, on a un attachement insécure, détaché ou évitant. Ben, détaché, ça porte bien son nom. Ce sont des personnes qui vont avoir du mal à s'attacher, donc ils vont être coupés, ils peuvent avoir l'air d'être distants, arrogants parfois, hautains, comme s'ils prenaient une position haute, alors que c'est simplement un système de défense, évidemment, qui peut aussi les couper complètement des sens, des ressentis, des émotions. Ils peuvent avoir du mal à repérer les leurs, mais aussi celles des autres. Et donc, ils vont mettre en place des mécanismes aussi parfois d'évitement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à éviter tous les conflits possibles par tous les moyens possibles, ce qui peut être aussi par le déni, le mensonge, se cacher, ne pas oser prendre sa place, etc. Et peu à peu, éventuellement, se perdre un peu dans la relation. C'est aussi un profil qui peut quitter une relation comme ça, du jour au lendemain, et quasiment passer à une autre relation tout aussi vite, parce que comme ils peuvent se couper des ressentis et des émotions pour se protéger, ben évidemment, ils sont très faciles à tourner la page en disant ben, c'est pas grave,
On peut rester même amis, hein, ils vont complètement couper. Euh, on a aussi ce qu'on appelle donc ça c'est à peu près 20% de la population. Dans les 5% qui restent, on a un mélange entre ce qu'on appelle des attachements désorganisés, qui sont des faux calmes, c'est des personnes qui veulent vraiment garder le contrôle de leur système, mais qui parfois n'y arrivent pas et donc ils explosent. Et l'explosion n'est pas toujours très logique, c'est-à-dire que pour quelque chose de très grave, la personne pourrait tout à fait bien rester calme, et pour des choses tout à fait anodines, ça devient une remise en question de toute la relation, de tout ce qui se passe dans la relation et voilà, et donc ça va générer comme ça tout à fait des problèmes et autres. Donc, et alors on a bon, le quatrième cas de figure, c'est ce qu'on appelle des ambivalents, des mixtes, qui vont mélanger les deux ou trois premiers cas de figure en fonction souvent des parents ou des donneurs de soins. Ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, des parrains, des marraines, bref, tout qui a donné du soin ou de l'attention au bébé dans ses premières années, mais ça peut aussi se développer plus tard pendant l'enfance ou l'adolescence s'il y a des catastrophes, des accidents, des décès, etc., ou des abus, des négligences, des violences, euh, ou même des incestes, par exemple. Tout ça peut détruire, évidemment, la sécurité. Donc, ça, c'est une des bases de notre système. Il faut vraiment comprendre que ça va nous impliquer et nous toucher toute notre vie si on ne s'occupe pas de ces blessures. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, certains de ces chiffres viennent d'un de mes amis, Dimitri Ekin, qui est psychologue aussi en Belgique, qui a un site qui s'appelle psy.be. Donc, par exemple, il y a une dizaine d'années, une étude qui avait été faite par un très grand quotidien belge euh, avait relevé une série de chiffres qui étaient assez inquiétants. Euh, il y avait à cette époque-là 57% des Belges qui déclaraient avoir besoin d'un accompagnement psychologique. 57% étaient inquiets pour l'avenir de leurs enfants, 10% souffraient d'angoisse, d'anxiété ou de dépression. Pour donner un petit chiffre, lors du Covid, donc entre 2019 et 2022, 2020, début du Covid, eh bien, par exemple, les managers d'entreprise, on était passé de 29% de managers qui se disaient limite burn-out et qui se disaient avoir besoin d'un soutien psychologique. Et en 2021, 2022, on était arrivé à 67 à 69% de ces mêmes managers. Donc il y avait une augmentation de plus de 40% des managers qui étaient en grande difficulté. Euh, 8% aussi parmi la population déclaraient avoir déjà tenté de se suicider. Donc c'est évidemment assez impressionnant. Et ça vient toucher à quoi? Ben, ça vient toucher au fait que ben, dans la blessure d'attachement, ça va empêcher la construction d'une bonne estime de soi, qui va elle-même du coup empêcher le développement d'une confiance en soi suffisante, et aussi l'affirmation de soi, c'est-à-dire prendre sa place. Donc ce sont vraiment des freins qui vont empêcher cette construction de cette sécurité de base. Maintenant, imaginez que vous remettez ça en termes de lien et de développement de couple. Évidemment, un couple, c'est un gros challenge. Un couple, ce sont deux personnes qui décident de se mettre ensemble, deux ou plus parfois dans certaines cultures. Donc, on a deux personnes qui décident de se mettre ensemble et ils vont reposer cette relation sur un ensemble de piliers, comme je le disais tout à l'heure. Premier pilier, c'est évidemment de la confiance, hein. On se fait confiance à l'un et à l'autre. Pour se faire confiance, ça veut dire que ben, j'ai besoin d'avoir une bonne estime de moi. Et cette estime de moi va me permettre de ne pas prendre peur si l'autre développe des choses, voilà, des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait d'équerre avec ce que moi je vis ou je crois, mais comme j'ai confiance en l'autre et confiance aussi en mes capacités, ben, je vais pouvoir lâcher prise et éventuellement aller travailler sur mes peurs pour les réparer. Donc on a cette notion de confiance qui est très importante. On a évidemment aussi la bienveillance et la bientraitance. La bienveillance et la bientraitance, ça veut dire que si moi je me sens blessé, entre guillemets, par quelque chose, la première chose à repérer, c'est que cette blessure, et c'est donc une sensibilité, c'est déjà une blessure que je porte. Ce n'est pas mon partenaire qui me blesse, c'est moi qui suis déjà porteur d'une fragilité qui vient normalement de cet attachement, ou peut-être d'épisodes de vie déjà vécus, de trahison ou d'irrespect, qui vont faire que je suis plus sensible à ce type de comportement et je vais donc déclencher plus vite mon système de défense. Je vous rappelle que le système de défense d'un être humain, c'est l'attaque, la fuite, ou quand il ne peut ni attaquer ni fuir, c'est le figement. Il perd ses moyens, il ne sait plus comment se positionner. C'est vraiment ce qu'on appelle le réflexe de fight, flight, freeze.
Donc ça, c'est assez important. Voilà, c'est assez important de comprendre. Euh, Toujours dans ces piliers, donc on a la bienveillance, la bientraitance, la confiance, et on a aussi un projet. C'est-à-dire qu'un couple, c'est pas juste je suis avec un ami ou une amie et on décide de passer des moments ensemble, c'est aussi on a envie de construire quelque chose ensemble. Et donc dans cette construction, on va devoir discuter, parler d'un projet, et ce projet peut évoluer aussi en fonction du temps qui passe. Un projet peut être fonder une famille, avoir des enfants, développer un projet autre. Du travail commun, avoir une maison, etc., etc., etc. Mais le temps passant, évidemment, par exemple, les enfants peuvent grandir, disparaître, quitter le domicile, et donc on est obligé de se reconstruire par rapport à certains projets. Donc on va chercher. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas accepté à l'arrivée au Zoom. Donc ça, ah oui, il y en a plein là déjà. Donc Karim, il faut que tu laisses rentrer les gens, s'il te plaît. Donc, Nawal, tu vois un peu avec Karim qu'il le fasse parce qu'il y avait 12 personnes en attente de rentrer. Donc, ce serait bien qu'il regarde régulièrement. Voilà, donc au niveau de, de ce travail, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si moi je suis touché par quelque chose qui me blesse, entre guillemets, ce n'est pas l'autre qui me blesse, c'est bien une blessure que je porte et ça va nécessiter que je récupère, que je cherche quelle est cette blessure et que je puisse du coup m'en occuper. M'en occuper, ben, ça à partir d'un travail personnel, accompagné ou pas par des professionnels de la santé mentale, simplement pour me libérer de ces blessures, parce que ça n'a aucun sens, évidemment, de porter des blessures pour rien. Donc, l'idée générale derrière tout ça, c'est donc déjà être en conscience que je vis quelque chose et que ce que je vis ne me fait pas du bien. En gros, c'est déjà ben, comment je me sens avec les pensées que j'ai, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie avec tout ça, qu'est-ce que je pense de moi. Donc, c'est vraiment plusieurs piliers. Euh, Christophe André, qui est un philosophe, et François Lelore, qui est un chercheur, disait que l'estime de soi se construisait sur une base triple. C'était l'amour de soi, la vision de soi, hein, donc c'est vraiment le regard que je porte sur moi, et la confiance en soi, ce qui amènera l'affirmation de soi. Donc ce sont des éléments très importants. Si vous remettez ça en lien avec le couple, et vous imaginez que vous faites simplement 1 fois 2, donc bonsoir Reda, parce que je vois Reda qui apparaît. Bonsoir tout le monde, hein, mais je dis bonsoir à ceux que je repère et que je connais. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, Karim n'a pas la main, mais donc c'est ça que je lui demandais. C'est, je demandais Il a Karim de me donné dire. la main à une autre personne, pas à Karim. Non, j'ai donné la main à personne d'autre. OK, Je ne sais plus comment donner la main. Je demandais à Karim de me dire comment je lui donne la OK. main. OK? Euh, voilà, donc si tu me l'écris, Karim, je retrouve le bouton que je dois activer parce que je ne sais plus. Et voilà, donc ça veut dire Oui. que dans une relation de couple, on va devoir rencontrer son propre univers, c'est déjà être en conscience de ce que je vis moi, mais également de pouvoir comprendre l'univers de l'autre. Si je suis focalisé complètement que sur mes besoins, ben, je ne vais pas être en état de comprendre ce que l'autre vit. Et si je prends pour moi tout ce que l'autre fait ou dit, eh bien évidemment, je vais vivre une relation qui va être une relation de guerre ou de vigilance ou d'hypervigilance et en fonction de notre histoire de vie, on sera plus sensible ou pas à certaines choses. Donc, Karim, si tu peux me mettre dans le chat comment faire, ce serait cool, parce que je ne retrouve plus. Je ne sais plus comment je vais faire pour partager. Voilà. Tout, tout, 3 points à côté de mon profil. Ah, ok, super. Merci, Karim. Effectivement, c'est en plus. Qu'est-ce qu'il me met? Non, c'est pas ça. Euh, non, ça ne m'ouvre pas ça. Attends. Bon, désolé, hein, c'est parce que je voudrais que Karim puisse s'occuper de l'aspect technique comme ça me libère. Peut-être ici. Non, ça, ce sont les emojis. Maintenant, je suis sur plus, j'ai juste copié, cité, supprimé. Donc, ce n'est pas ça. Bon, je continue à faire rentrer les personnes. Voilà. Donc,
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que notre univers, notre sécurité émotionnelle affective, cet attachement va nous aider. A contrario, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis en relation avec quelqu'un et que je veux entrer en relation avec quelqu'un d'autre, évidemment, ce sont donc nos univers qui vont se rencontrer. Et évidemment, mes blessures vont me sensibiliser, vont me rendre plus sensible au dialogue ou à la discussion. Et donc, par exemple, lorsque vous faites euh, écoute, dans les salles d'attente, il y a que. Je ne sais pas qui écrit, je suis toujours pas accepté. Attends. Euh, Tu n'apparais pas. Voilà. Et qu'il n'est pas accepté, mais elle n'apparaît pas. Donc elle ne doit pas être dans la bonne salle ou dans une mauvaise salle, je ne sais pas. Noël, c'est dans le groupe. Oui, j'ai vu, mais c'est pas toi qui l'ai donné. Pardon? Je ne suis pas haute dans la salle. Non, c'est dans le groupe WhatsApp EFT 21 2 Oui, 24. c'est Donc c'est pas une quelqu'un question qui de m'a. salle. Ok. Donc il faut lui C'est- donner dans la salle le bon lien pour vérifier parce que sinon ok. elle n'apparaît pas, donc ça veut dire qu'elle n'a pas demandé l'accès. Mhm. Ok, donc je reviens avec le travail sur le couple. Donc on a ces fameux piliers, on a donc cette bonne volonté et ce projet, mais on a évidemment notre histoire de vie, nos blessures. Donc si je n'ai pas conscience de mes blessures, la discussion, le dialogue ne va mal se passer. Donc je vais partager avec vous un écran pour que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Euh, je vais aller rechercher. Ah oui. Peut-être vous montrer deux, trois petits éléments, mais vous allez voir au niveau vidéo. Voilà. Donc, si on n'est pas en sécurité, voilà un peu ce que ça va donner. Donc, vous allez avoir une réaction, évidemment, hein, de chat et chien, ou chien et chat, comme vous voulez. Hein, et vous en avez un qui est spécialiste du kung-fu et qui botte, botte le train à un autre. Un couple, si on n'a pas la discussion, on va avoir plusieurs éléments internes. Alors, je vais un peu vous expliquer rapidement ce qu'on appelle les ego states. Les ego states, c'est des états du moi. Les états du moi, c'est vraiment des sous-personnalités que nous allons développer. Ce sont vraiment comme des programmes informatiques qu'on va mettre en place. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, bon, attendez, je vais le couper parce que sinon, on ne va plus s'entendre. Alors, désolé, participants. Bon. Les derniers arrivés, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que voilà, c'est Shadi. Je vais le couper moi-même, je l'ai repéré, on est bon. OK, donc, ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu notre espace intérieur. Donc, le système que vous avez là, OK, pardon, désolé, mais décidément. Voilà, donc, ce qu'on appelle le self, c'est vraiment notre espace intérieur, c'est vraiment l'espace que tout enfant développe lorsqu'il arrive au monde, c'est vraiment un espace intérieur où il se sent en sécurité, aimé, et donc il va développer ce qu'on appelle le self. Et le self, c'est vraiment une capacité d'être curieux de découvrir l'univers, la vie, avec certaines qualités comme le courage, par exemple, la connectivité, donc il va spontanément aller vers les autres, être en lien, la curiosité, hein, de découvrir l'univers. Et comme il se construit dans une relation au départ où l'attachement est sécure, il va faire ses expériences. Il peut se casser la figure, il va se relever, il va découvrir des choses. Bref, il va se mettre, il va pouvoir vivre la vie et découvrir l'univers en se sachant aimer, en ne se posant même pas la question. Si on n'a pas cette chance-là et qu'on vit effectivement dans un univers qui est plus compliqué, bien évidemment, je n'arriverai pas à le faire et je vais développer donc ces fameux systèmes de défense. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des introjections. Vous avez une qui est neutre, qui tire un peu la tête et l'autre qui est souriante. Donc quand ça rentre dans mon système, ce qui va se passer, alors il faut que j'arrive à changer maintenant de... Voilà. Quand ça rentre dans mon système, il va se passer plusieurs choses. D'accord? Donc si c'est neutre, il n'y a pas vraiment de souci.
Voilà, j'ai une ressource, hein, celle qui est souriante, et j'ai quelque chose de neutre, donc c'est quelque chose qui va disparaître de mon système, c'est mon réseau de souvenirs, c'est pas ça qui va me déconstruire ou me construire. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a quelque chose de moins sympathique qui débarque, et vous allez voir qu'à ce moment-là, ben, il se passe d'autres choses. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Il veut bien bouger. Voilà, tac, 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 hop, hop, hop. Voilà, donc quand ça rentre dans mon système et que c'est dangereux, normalement, je suis censé, en ayant un mois, maximum trois, digérer l'épisode. Et donc, il va être soit neutre, soit il va devenir positif. Ça va devenir une ressource. Pourquoi? Parce que j'ai appris la situation. D'accord? Et lorsque je n'arrive pas à le digérer, à ce moment-là, ben, il se passe autre chose. Je vais développer des réactions à cette blessure. Ces réactions, dans les égostés, ce qu'on appelle les parts, les parties, les sous-personnalités, ben, ça va générer l'apparition de sous-personnalités. D'accord? Ces sous-personnalités peuvent apparaître lorsque le trauma n'est pas digéré en fonction d'événements particuliers, la représentation de personnes qui nous impactent, c'est-à-dire comment j'imagine mon père, ma mère, le professeur, mon partenaire, etc. Puis les conditions, c'est vraiment les croyances que je vais développer à partir de ça, du style je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimable, je suis nul, j'ai pas de valeur, etc. Et éventuellement les fantasmes, c'est pas des fantasmes sexuels, les fantasmes, c'est parfois parce qu'on reste buggé avec l'idée que la vie aurait dû être différente, que j'aurais dû avoir une maman aimante ou un père aimant, ou présent et pas absent, pas autoritaire, etc. Et évidemment, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, cette blessure, lorsqu'on n'arrive pas à la digérer, on va développer ce qu'on appelle le premier niveau de dissociation, c'est-à-dire une souffrance qui va apparaître. Ça va se traduire par de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, parfois de la tristesse et parfois même de la colère, parce que ces émotions qui apparaissent sont là pour attirer notre attention sur la blessure et qu'on s'en occupe. Mais à nouveau, si je suis trop jeune, trop petit, ou mon environnement n'est pas sécure, ben, je ne vais pas réussir à gérer tout cela moi-même, d'autant moins que mon cerveau émotionnel, il est à maturité aux alentours de 25 ans. Donc, en dessous de 25 ans, c'est tout simplement illusoire de demander à un enfant de maîtriser ses émotions. Il n'en est pas capable. Et si jamais il y arrivait, ce seraient des fameuses sous-personnalités qui arriveraient, ce qui, en gros, traduirait l'idée que ben, il y a des blessures d'attachement et que derrière tout ça, ça va générer une bombe à retardement qui finira par exploser pour la personne ou qui va se traduire par des comportements dysfonctionnels dans les relations, trop autoritaires, trop laxistes, trop coupés, etc., etc. Donc, quand cette blessure souffre, on a, au bout d'un moment, si on n'arrive pas à la digérer, on a ce qu'on appelle des protecteurs, deuxième niveau de dissociation, on appelle ça des pompiers qui vont apparaître, et ça va se traduire par des comportements d'évitement de la souffrance qui, au début, vont fonctionner, et qui vont se traduire par des TOC, des ruminations mentales, des addictions, des phobies, des comportements excessifs, workaholiques, sexaholiques, sportaholiques, etc. D'accord? Parce qu'au début, ce comportement de détournement de la souffrance va me couper effectivement de la souffrance, et donc ça va me donner l'impression de me faire du bien. Mais la blessure n'est toujours pas réparée. Donc derrière, hein, le jaune qui tient la tête est toujours actif. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je n'ai plus assez d'un pompier, je vais avoir un deuxième pompier, donc deux cercles verts, trois cercles verts, quatre cercles verts, etc. Jusqu'au moment où le système dysfonctionne encore plus. Et là, il y a un deuxième type de protecteur qui arrivera, qu'on appelle des managers, c'est vraiment des parties très contrôlantes qui vont chercher à contrôler. Tu manges trop, tu fumes trop, tu bois trop, tu fais trop de sport, tu travailles trop, hein, tu rumines trop, tu toques trop, etc., etc. Et cetera. Et donc tout ce système va évidemment entrer en lutte intestine et ça va développer encore plus de souffrance. Donc ça, c'est déjà en moi, c'est déjà simplement moi. Maintenant, imaginez que vous met en couple. Donc en couple, que va-t-il se produire? Ben, vous allez voir, ce qui va arriver, c'est à peu près ça, hein. Donc ça, c'est, on voit ici la souffrance, donc la blessure, on appelle l'exilé, le fardeau, c'est-à-dire sa souffrance. Puis on voit que derrière ça, il y a le verre, donc un système de défense qui se met en place pour essayer de me couper de cette souffrance. Et puis des parties managériales quand ça n'est plus suffisant. Un couple, voilà ce qui va se présenter. On va avoir deux systèmes du même acabit. Bon, là, j'étais gentil, je n'ai fait qu'une seule blessure, mais on peut évidemment avoir plusieurs blessures. On peut avoir une blessure de reconnaissance, une blessure d'attachement, etc. Donc, on va devoir aller repérer. Donc, la dernière entrée, pensez à couper votre micro parce qu'on vous entend chipoter à l'écran.
Je vais voir si je peux couper. Ah, j'ai peut-être trouvé, Karim, je pense que j'ai trouvé comment te mettre si je retrouve ta capsule. Il faut que je te retrouve maintenant dans les personnes. Je vais faire comme ça. Euh, ok. La dernière entrée, pensez à couper votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Voilà, vous avez un très beau soupir, mais on n'en a pas besoin dans la présentation. Alors, Karine, ah voilà, je t'ai trouvé. Hop, tatatam, nommé co-hôte. Voilà, donc Karine, t'es co-hôte maintenant. Voilà, donc dans un couple, vous voyez ces deux systèmes avec ces blessures qui vont se rencontrer. Donc évidemment, la communication, elle va se présenter comment? Elle va se présenter de blessure à blessure. En gros, quand on a une blessure d'attachement, on va être attiré par des blessures d'attachement. Pas nécessairement les mêmes que les nôtres, mais on va reconnaître une va nous toucher, qui va vraiment venir activer notre système intérieur et qui va créer aussi de l'attirance, qui fait qu'on est attiré par ce type de personnes, soit parce qu'on a une partie chez nous qui est peut-être sauveuse, hein, qui a besoin de se donner du sens en aidant l'autre, ou simplement parce qu'on a une partie plus fragile qui est attirée par l'aspect peut-être plus fort ou plus sécurisant du partenaire, et donc on va se rencontrer autour de tout cela. Il y a une raison aussi à cela, c'est ce qu'on appelle l'erreur d'attribution. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est assez intéressant au niveau du cerveau. C'est que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une excitation positive ou négative, donc cette montée d'adrénaline, d'excitation qu'on peut avoir, que ce soit parce qu'on est excité par une activité ou on est dans une situation de danger, le cerveau va prendre la même excitation, le même cortisol, hein, une hormone de stress, et va traduire ça comme de l'attirance. Donc, il ne peut pas faire la différence entre être attiré ou être dans une erreur d'attribution. Donc, il va tout mettre dans le même panier. Il va dire, ah, moi, j'aime ça. C'est une des raisons qui explique pourquoi, dans une relation toxique, certaines personnes retournent vers des relations toxiques ou vers le partenaire toxique, avec parfois des phrases justificatives du style, il peut être si gentil parfois. Et c'est aussi parce que le corps étant habitué et l'esprit étant habitué à un certain stress, c'est confondu par notre cerveau comme une excitation ou de l'amour ou de l'affection. Ou, voilà. Et donc, confondu comme si c'était une qualité de lien, alors que ce n'est pas une qualité de lien en l'occurrence. Donc, c'est un des grands pièges de la relation. Donc, c'est très important de repérer tout ça. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des messages pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'est fait. Ah, allô, c'est pour le live. Alors, attends, Karim, je dois te retrouver ailleurs, alors. Donc, comment je peux te trouver? Bon, désolé, hein, c'est parce qu'on voudrait vraiment que tu puisses ne pas gérer ça. Ah, voilà, je t'ai trouvé. Hop, co-hôte, co-hôte. Voilà, c'est fait. Voilà, bonsoir Gazi, pas de souci pour le retard, pas de problème. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que effectivement, notre cerveau va nous tromper parce que notre corps est incapable de faire la différence entre une excitation positive ou négative. Donc, ce sont les mêmes hormones et ces hormones vont être confondues. Donc, on a fait des études, par exemple, sur des jeunes personnes, hein, des jeunes adultes, et on les invitait à aller au cinéma, d'accord? Et on invitait les groupes à choisir entre un film qui était un film d'amour romantique et un film qui était un film plutôt stressant, un thriller, voire un film d'horreur, d'accord? Euh, Avez-vous idée de comment ça se passait ensuite dans le couple? Donc, et après, on a mesuré ceux qui restaient en couple et combien de temps par rapport à ceux qui ne restaient pas en couple et pourquoi et pendant combien de temps, entre guillemets. Est-ce que quelqu'un a une petite idée, par exemple, de ce que ça pourrait être pour, voilà, à votre avis, est-ce que le fait d'aller voir un film romantique, d'amour, vraiment chouette, va être un facteur qui va renforcer le lien, ou est-ce que c'est le fait d'aller voir un film d'horreur, un thriller, qui va renforcer le lien? Qui aurait une idée? Vous pouvez écrire ça dans le chat si vous êtes timide. Euh, donc, qui a une idée de ce que ça pourrait être? Alors, les deux, eh bien non, c'est pas les deux. Donc, il y a une différence entre les deux styles. Alors, qui aurait une idée? Et merci d'avoir répondu, hein. Ah, alors il y a Mouna qui dit que c'est le romantique qui va renforcer le lien. Loudini, Afaf dit c'est l'horreur. Chacun regarde ce qu'il veut. Oui, Sarah, ça c'est sûr. Mais dans l'idée, vous allez au cinéma, hein, votre petit copain vous emmène au cinéma ou copine, ou bref, vous allez ensemble.
Vous choisissez plus un film d'horreur ou un film romantique? Et lequel des deux va renforcer le lien? Bien, Pour moi, voilà. je préfère un film romantique. Ah, voilà. Eh bien, c'est pas le film romantique qui va renforcer le lien. En gros, on a mesuré que les personnes qui avaient été voir des films stressants, donc qui faisaient monter l'adrénaline, eh bien, avaient de l'ordre de 3 fois plus de connexions qui perduraient que le couple qui était allé voir ou le futur couple qui était allé voir un film romantique. Parce que, de fait, c'était comme le film stressant générait de l'adrénaline, c'était confondu par le cerveau comme de l'excitation d'être avec quelqu'un qui nous plaît et avec qui on a envie de sortir. Donc, le cerveau nous trompe. donc, donc, c'est assez étonnant, mais c'est une des raisons. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi, parfois, dans des relations toxiques, les personnes restent figées, bloquées, notamment à cause de leurs blessures, et dans une relation qui est toxique, parce que ce degré d'excitation qui est mal interprété par le cerveau fait croire à la personne que c'est quand même de l'attachement ou de l'affection. Et si en plus ça s'inscrit sur une blessure d'attachement, ce qui est quasiment toujours le cas, eh bien cette blessure d'attachement va venir renforcer les peurs, hein, d'être seul, d'être abandonné, de ne pas compter, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, sur le long terme, c'est vraiment l'horreur ou les films thrillers qui vont générer une capacité à rester plus en lien, à ce que comment dire, la relation se construise plus fortement et plus puissamment. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est une réalité. Donc il y a eu pas mal d'études sur le sujet. Ça a même été plus loin, hein. Ils ont fait des études aussi sur des hommes qui abordaient des femmes, par exemple, de façon plus directe, ou ceux qui prenaient plus de gants eh bien, le fait que ce soit plus direct provoquait souvent plus de stress et du coup, ça permettait parfois à la personne d'avoir plus de succès. Il y avait plus de succès pour les personnes qui y allaient directement que ceux qui étaient trop doux, par exemple. Même si hein, le fait d'être doux et fragile avait tendance à attirer les femmes par rapport à l'homme. Hein, c'est un peu le côté maternant qui intervenait. Donc, il y a plein de paramètres comme ça qui vont entrer en ligne de compte. Donc, dans les difficultés au sein du couple, le problème, c'est que effectivement, notre système de relation, nous allons parler, nous exprimer à partir de ces blessures et de leurs protecteurs. Donc, on va devoir, en premier temps, revenir vers le self, c'est-à-dire vers notre espace de calme intérieur, prendre conscience que c'est une blessure que je porte antérieurement à ce que mon partenaire a pu me dire, et je vais aller m'occuper de cette blessure. C'est un trauma, en réalité. Hein. Une blessure d'attachement, c'est aussi un trauma. Et ça sera d'office un trauma complexe parce qu'il a perduré dans le temps et il s'est reproduit sur X années, X dizaines d'années parfois. Et si je peux m'occuper à partir de mon espace de calme intérieur de cette blessure, eh bien, je vais pouvoir, à un moment donné, m'exprimer à partir de mon espace adulte et non pas en réaction à travers mes blessures et leurs protecteurs. Je vais pouvoir m'exprimer dans mon espace adulte à mon partenaire, dans un premier temps à sa blessure et à ses protecteurs, en disant, bah, écoute, ok, je comprends, par exemple, que tu puisses souffrir et que ça t'ait touché, je peux vraiment entendre ça, reconnaître qu'on comprend son univers. Hein, j'ai la volonté de comprendre ce que l'autre vit. Et du coup, ça peut permettre d'apaiser son système le temps que ce partenaire aille travailler lui-même sur sa blessure et le répare. Et si on peut neutraliser ces fameuses blessures, voilà ce qui va se passer, c'est que les blessures sont neutres, hein, le self va prendre plus d'espace et la communication va pouvoir devenir plus adulte, plus apaisée, plus calme, plus constructive, tout simplement. Donc voilà, alors je check parce que je vois qu'il y a des questions, mais je n'ai pas vu si c'était des questions pour moi. Alors, donc n'importe quelle situation stressante peut développer des liens entre deux personnes. Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs un des éléments aussi qu'on a pu étudier. Hein, par exemple, le fameux syndrome de Stockholm, hein, pour ceux qui connaissent. Syndrome de Stockholm, c'est là où la victime, par exemple, d'une prise d'otage, finit par être associée au preneur d'otage et à le défendre. Donc, c'est un des grands classiques. On retrouve ça chez les enfants, par exemple, avec les enfants qui vont commencer à défendre le parent maltraitant parce qu'ils ont à la fois un besoin de reconnaissance et d'être aimés par ce parent maltraitant ou négligent, et à la fois parce qu'il y a comment dire, cette connexion à cause de cette intensité émotionnelle qui est générée par la peur, le stress, etc., mais qui est confondue comme de l'affection et du lien. Donc effectivement, euh, la violence va attirer ou peut renforcer. Maintenant, si j'ai un attachement sécure, ce qui va se passer, c'est que si j'ai un attachement sécure, je ne vais évidemment pas rentrer dans ce schéma-là. Parce que j'ai développé plus d'estime de moi, qui va me permettre d'avoir plus de confiance en moi et donc qui va me permettre de m'affirmer mieux.
Donc, effectivement, voilà, donc Mouna dit oui, ou son agresseur sont violeurs, ben oui, forcément. Donc, tout agresseur peut développer à un moment donné chez sa victime un sentiment de compréhension ou d'attachement qui, voilà, en fonction de l'attachement de base, évidemment, de la victime. Alors, comment peut-on régler les problèmes d'attachement et d'abandon? Ben, ça fait partie notamment des formations qu'on donne, hein. Donc, en gros, on va devoir repérer cette blessure d'attachement, aller réparer le manque d'estime de soi et par une série de techniques. Ça veut dire qu'on va devoir faire ce qu'on appelle une approche intégrative. On va devoir à la fois aller travailler sur les aspects physiologiques, ces fameux réflexes archaïques dont je parlais au début, qui, s'ils ne sont pas installés correctement, vont générer un manque de sécurité de fond et de base. Il y a notamment trois réflexes principaux. Il y a le réflexe qu'on appelle de paralysie par la peur, le réflexe de Moreau, le réflexe de protection. Le réflexe de protection, par exemple, c'est quand vous voyez des personnes qui ont les épaules rentrées, comme ça, ou qui ont les genoux très verrouillés. Le réflexe de paralysie par la peur, c'est le figement, les personnes qui se figent, qui perdent leurs moyens, un peu la page blanche. Le Moreau, hein, qui se saisissent très fort, une hypersensibilité aux sens, à la lumière, aux sons, aux odeurs, etc. Du mutisme sélectif, de l'opposition, de la résistance aux tâches nouvelles, l'abandon, on lâche prise, très vite on abandonne quand ça a l'air compliqué, etc. Donc ce sont tous des systèmes de défense qui se sont mis en place parce que notre corps n'a pas eu la possibilité de se développer dans un environnement assez sécur et qui n'ont pas pu exercer certains mouvements qui vont aider. Et à côté de ça, on a évidemment la blessure d'attachement elle-même. Ça, c'est un manque de reconnaissance et d'amour, de sécurité émotionnelle et affective. Et puis, on va devoir aller reconstruire donc cette estime de soi. Donc, il y a trois niveaux, vraiment un aspect physiologique, un aspect traumatique et puis un aspect de reconstruction d'estime qui va amener la reconstruction de la confiance et la capacité, du coup, à s'affirmer. Alors, je vois une question de l'imam. Si dans le couple, il y a une personne qui est consciente de ses blessures et fait le nécessaire pour les soigner et l'autre pas du tout, est-ce que la relation peut fonctionner sur le long terme? Ben, l'imam, non. La réponse est simple, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu comme un grand écart, hein. Il y a un qui a un pied sur une barque et l'autre au quai, puis à un moment, le bateau va s'éloigner, et grand écart, et à un moment, ça va faire plouf. Donc, en gros, si l'autre ne travaille pas du tout sur lui, ça pourrait tenir dans la relation si l'autre a un attachement détaché évitant, pour autant que vous, si vous avez un attachement qui est devenu sécure, vous acceptiez que l'autre ne soit pas toujours, soit fort coupé de ses émotions et que voilà, vous n'ayez pas trop de besoins ou d'envie de câlins, etc. Ça pourrait tenir. Mais à long terme, en général, ça ne tient pas parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on fait du travail de couple. Il faut que les deux prennent conscience qu'il y a un travail chacun de leur côté. Si on voit que l'un et l'autre sont sur un chemin, là, le couple pourra tenir parce que l'un et l'autre vont pouvoir se reposer sur la confiance, un des piliers du couple, la confiance, et comprendre que l'autre est sur son chemin. Et comme il y a de l'amour et de l'attention et de la bienveillance, eh bien on sait que voilà, ça va se mettre en place peu à peu. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a un qui fait du boulot sur lui et l'autre pas, en général, dans mon expérience, ça va droit dans le mur tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est-à-dire que ça peut être dans les semaines ou les mois qui suivent, parfois c'est dans les années qui suivent, mais à un moment donné, ça explose. Voilà. Et donc, diminuer l'attachement, mais donc, je l'ai expliqué, donc il y a tout un travail à faire sur le travail de la compassion, de l'estime de soi. Et donc là, il y a des techniques qui vont être utilisées, des techniques psychocorporelles, parfois plus psychiques, parfois plus corporelles. Parfois, on peut utiliser certains types de méditation, mais à nouveau, ça va dépendre de la blessure d'attachement. Par exemple, je ne vais pas faire la méditation compassionnelle avec quelqu'un qui est dans son mental tout de suite. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais renforcer les parties mentales paradoxalement, alors qu'il vaudrait mieux que je passe par le corps pour que la personne puisse ressentir dans son corps c'est quoi une émotion, c'est quoi de la sécurité émotionnelle. Donc, les aspects sexuaux hein, sont aussi importants à un moment donné, parce qu'en fonction des blessures d'attachement, ça aura un impact sur notre sexualité, notre intimité, et évidemment, ça va venir toucher, blesser, renforcer les peurs des partenaires éventuellement. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un peu le travail que l'on doit faire. Alors, attendez, je vais couper le partage, comme ça, je peux peut-être, ce sera plus facile pour moi pour voir les messages. Est-ce que j'ai raté des questions? Non, je pense pas. Je pense que j'ai tout vu. Voilà. Ok, donc, parfait. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Recourir à une thérapie de couple où chacun fait sa thérapie de son côté et en parler. Alors, en gros, il faut les deux. Donc, c'est-à-dire que on peut démarrer par un travail personnel, mais si le couple est en difficulté, il ne faut pas attendre qu'on ait fini son travail personnel pour aller travailler sur le couple, sinon le lien va se détériorer
et comment dire, le dialogue interne et la bienveillance au sein du couple vont se détériorer, ce qui fait que le couple ne tiendra peut-être pas. Alors que, donc, il faut des espaces. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit aller toutes les semaines dans la thérapie de couple. Non, on va faire peut-être toutes les 2 semaines, 3 semaines, une session de couple avec des exercices particuliers qu'on peut mettre en place. Et de part et d'autre, le partenaire va aller faire un travail sur lui, ce qui va permettre qu'ils peuvent partager ce qu'ils font ou pas entre eux en dehors de la session de couple. Ou alors, ils peuvent amener ça dans le travail de couple aussi pour expliquer un peu ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ça vient. Donc, dans le type de techniques, par exemple, des techniques que j'ai enseignées, par exemple, bon, je parlais du Maroc puisqu'on est invité par le Maroc. Mais par exemple, en 2017, c'était à Casablanca, j'avais donné une formation sur le couple, notamment aussi la sexothérapie, la sexualité, l'intimité. Eh bien, il y a des techniques, par exemple, qui viennent d'outils comme les approches d'Egosthé, les états du moi, les sous-personnalités. On va parler vraiment de nos parts, hein, nos petits bonhommes de notre tête. Si vous connaissez le dessin animé Vice-Versa, Inside In, Inside Out, on voit une petite ado qui a plein de petits. On voit ses émotions qui parlent dans sa tête, hein, avec une représentation de couleurs différentes en fonction de l'émotion. Bien, c'est un peu ça qu'on vit. C'est ce qu'on appelle notre famille intérieure. Ça vient d'un modèle qui s'appelle Internal Family System, système familial intérieur, dont j'ai été superviseur notamment. Et puis, j'ai développé d'autres techniques un peu plus poussées. Mais on a des techniques de cet ordre-là pour déjà comprendre notre monde intérieur, mais on a aussi des techniques qui existent pour comprendre le monde de notre partenaire. Et là, on va faire de l'écoute active avec des exercices, par exemple, où on va faire de la reformulation au mot à mot de ce que notre partenaire dit, vraiment au mot à mot, sans interpréter. On va faire comme un perroquet. Puis on va voir ce que ça me fait à moi de répéter ça. Est-ce que je comprends mieux? Et qu'est-ce que ça fait à mon partenaire? Et puis on va répéter la même expérience, par exemple, en faisant toujours le même synthèse de ce que notre partenaire vient de nous dire, mais cette fois-ci de façon empathique. Et puis on va le refaire une troisième fois de façon compassionnelle. Et il y a des nuances entre l'empathie et la compassion qui vont faire que moi, je vais ressentir les choses différemment, je vais mieux comprendre ce que mon partenaire vit, mais le partenaire va s'entendre entendu par son compagnon, sa compagne, et ça va générer évidemment des choses beaucoup plus intéressantes dans son système parce qu'il va prendre conscience de ce qui se passe. Et donc, on a des exercices qu'on peut mettre en place de cet ordre-là qui vont permettre de recréer du lien, de l'écoute active et non pas de la préparation à la guerre de tranchées parce que dès que mon partenaire me parle, je me sens blessé, attaqué, au lieu de réaliser que ben, si je me sens blessé, attaqué, c'est pas moi, c'est une part de moi, c'est un programme, et je m'occupe de ce programme dans ma thérapie de fond personnelle et je ne prends pas pour moi, contre moi, ce que mon partenaire dit. Je cherche à comprendre pourquoi il me dit ça. Et moi, je vais chercher à comprendre ce qu'il vit lui. Hein, donc, je vais faire presque la communication non violente. Hein, je vais exprimer mes besoins à mon partenaire de façon à ce qu'il comprenne mes besoins et que moi, je puisse comprendre ses besoins et trouver un équilibre, hein, ce fameux programme, cet espace commun où on a envie de développer le couple. Dans le type d'exercice, il y a aussi des exercices qui sont des exercices auxquels on ne pense pas souvent. C'est mais qu'est-ce qui me fait t'aimer? Qu'est-ce qui me fait t'aimer toi? Et pourquoi je t'ai aimé? Et qu'est-ce qui me fait t'aimer plus? Qu'est-ce qui renforce le lien plutôt que le déforcer? Hein, il y a une expression qu'on utilise en communication non violente, en CNV, hein, c'est Marshall Rosenberg. C'était c'était ceci, c'est si tu sais que ce que tu vas dire ne va pas renforcer le lien, pourquoi le dire? Donc, si vous avez absolument quelque chose sur la langue, vous avez absolument envie de dire à votre partenaire, parce que c'est trop injuste hein, ce qu'il est en train de dire ou faire, si vous êtes sûr que ce que vous allez déposer n'aide pas à renforcer le lien, c'est quoi l'utilité? Ça veut dire qu'à ce moment-là, que c'est une part de vous qui dit, ah, moi je vais te défendre parce que hein, c'est injuste ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est blessée, et une autre part de moi veut protéger cette part-là en disant, je vais absolument dire quelque chose, mais elle n'est pas là pour construire le lien. Elle est là pour me protéger une part de moi, une de mes blessures, et elle ne cherche pas à renforcer la compréhension des deux partenaires. Ça ne peut pas fonctionner au niveau du couple, évidemment. C'est juste une course à l'armement. C'est celui qui aura le dernier mot plutôt que comprendre ce que l'autre me dit. Donc à ce moment-là, on n'est pas dans une relation où il n'y a plus de bienveillance, il n'y a pas de bientraitance. Hein. C'est un peu tous les coups sont permis. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on va devoir travailler un petit peu différemment. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou d'autres demandes, hein, par exemple, par rapport à tout ça? Je t'en prie, Ibatala. Ibatala. La première fois que je vois. C'est un prénom, hein, j'imagine que c'est ça ton prénom. Donc j'imagine que Ibat, ça doit dire quelque chose par rapport à Dieu, mais voilà. Je suis toujours curieux, moi. Donc,
Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à tout ça? Donc ça veut dire que nous, ici, par exemple, ben, avec Nawel, dans l'organisation, on donne des formations, des enseignements, mais aussi pour les couples eux-mêmes. On peut faire des retraites de quelques jours avec des exercices comme ça pour les couples. Donc ça permet sur 2, 3, 4 jours de travailler vraiment la relation, la discussion, et on met en application ces techniques, ce qui permet aux personnes de les refaire chez elles et de réapprendre, éventuellement de refaire une session ou l'autre en distanciel ou en présentiel s'ils sont en difficulté. Et à côté de ça, ils peuvent faire leur travail personnel. Et alors pour les professionnels ou ceux qui veulent s'occuper des couples, il y a une formation où on apprend à utiliser ces techniques, évidemment, et ce à quoi il faut faire attention pour qu'elles soient les plus efficaces possibles, en fonction aussi des blessures d'attachement et donc du style de lien que la personne a développé pour se protéger des blessures qu'elle a vécues pendant l'enfance, par exemple. Donc, comment gérer une personne qui se mue dans le silence? Ben, alors, c'est en lien avec le trouble de l'attachement, mais c'est aussi en lien avec certains réflexes archaïques. Je vais peut-être juste vous partager, je vais aller chercher un document, je vais vous montrer ça, parce que ça vaut la peine. Attendez, je vais aller ouvrir ici. Je n'ai pas pensé à l'ouvrir. Sur des blessures d'attachement, sur des blessures de réflexes archaïques, pour que vous voyez certains symptômes. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, ici. Hop, hop. Voilà, il s'ouvre. Alors, je vais partager avec vous une petite page comme ça. Pour tout ce qui est les aspects techniques, pratiques, style des prix, vous devez voir avec Nawal et Karim parce que moi, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je ne m'occupe pas de ces aspects-là. Donc, voilà, il est ouvert maintenant, donc je peux partager. Ça devrait être visible. Ah, ah, voilà, ça y est. Donc là, vous voyez la page, hein. Voilà, là vous voyez le petit lapin. Donc, par exemple, un réflexe de paralysie par la peur, hein, donc c'est un des trois réflexes de base. Hein, vous allez voir, si vous regardez le 10, faire du mutisme sélectif, pour avoir l'air déconnecté, d'être autistique. Parfois se replier sur lui dans sa bulle, manque de réaction, peut paraître invisible. Donc ça, c'est ce que tu viens de nommer, par exemple, tu vois, comme comportement. Donc ça vient non seulement de blessures d'attachement, mais ça peut venir également, donc je vais couper ça, donc ça peut venir de blessures d'attachement, mais également de réflexes archaïques non intégrés, parce qu'il y a une insécurité de base qui est en lien avec, voilà, avec, on va dire, les premières années. L'insécurité de base, parfois, ne vient pas parce qu'il y a eu des négligences, c'est parce que parfois, le bébé a bypassé certaines étapes du développement du bébé et de l'enfant en allant trop vite. Donc, par exemple, s'il est passé trop vite du ramping aux quatre pattes ou de quatre pattes à la station debout, eh bien, ces mouvements de ramping ou de quatre pattes, ils génèrent des collaborations entre les deux parties spécifiques des deux hémisphères, qui vont faciliter certains apprentissages, mais c'est des apprentissages physiologiques, musculaires, mais aussi psychiques. Donc, s'ils ne sont pas intégrés, ils maintiennent un stress de fond qui va générer des systèmes de protection, comme par exemple le mutisme sélectif, l'opposition, la résistance, comme je l'ai montré il y a 30 secondes, une minute. Donc, le mutisme, c'est un système de défense, mais ça peut être en lien avec la blessure ou en lien avec l'aspect physiologique. Donc, je rappelle, il faut toujours prendre l'ensemble du système pour pouvoir réparer correctement l'aspect physiologique pour que la gestion du stress soit améliorée de façon vraiment très, très puissante, travailler sur les blessures elles-mêmes pour pouvoir les réparer, et sur le côté, terminer par la réparation d'estime, de la confiance en fonction de la blessure d'attachement. Et la blessure d'attachement va générer un travail qui est différent. C'est-à-dire, je ne travaille pas de la même manière avec un travail, quelqu'un qui est détaché, évitant, qui est coupé de son corps, de quelqu'un qui est submergé par ses émotions. Hein, vous comprenez bien qu'on doit travailler ces choses-là de façon un peu différente. Donc, dans la formation destinée aux professionnels, on explique tout ça de long en large et on fait des exercices avec tout ça. Voilà. Alors, il y en a qui arrivent, mais un peu tardivement. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que la personne évitante est capable de prendre conscience de ses blessures et finir par se remettre en question, puisque dans la possession... Alors, alors oui, c'est possible. Attention, dans ce que tu nommes, si c'est toujours l'autre qui est la source du problème, parce qu'eux sont coupés, etc., attention, ça peut parfois aussi glisser vers autre chose, ce qu'on appelle la manipulation. Et là, il y a des concepts de défense, des principes de défense
qui peuvent être manipulatoires. Et en fonction du nombre de caractéristiques présentes, on va basculer de quelqu'un qui peut avoir des mécanismes de défense, de manipulation pour se défendre, hein, par exemple chercher le contrôle, etc., mais qui peuvent générer plutôt des blessures narcissiques avec un manipulateur narcissique dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment une question de critères, de nombre de critères présents, et ça peut aller jusqu'au pervers narcissique, qui lui veut vraiment avoir le pouvoir sur toi. Je suis en train de donner une formation sur le sujet, sur le rompre l'emprise des manipulateurs depuis quelques semaines. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Il faut le fermer, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vient d'arriver, probablement. Pensez à fermer votre micro. Voilà. Ok. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que là, il y a une pathologie derrière ça, potentiellement. Là, il y a d'autres choses à faire. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un qui est narcissique, effectivement, normalement, il n'a pas de volonté d'aller travailler sur sa blessure, en tout cas très peu. S'il est juste une blessure narcissique, il pourra s'en rendre compte, il le fera. Si on est sur un manipulateur narcissique, c'est toujours l'autre le problème, il n'a aucune envie, parce que lui va bien, c'est toujours l'autre qui est mauvais. Dans ce cas-là, en général, le conseil du psy, c'est barrez-vous, sauvez-vous, parce que ces personnes vont continuer encore et encore et encore à se nourrir de vous, tout ramener à lui, et il est le centre du monde, et il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner. Donc, on donnera certainement une formation sur ce sujet avec le centre au Maroc. Je suis en train de la terminer ici en France. Je la termine dans 15 jours. Donc voilà, donc c'est une formation qu'on peut effectivement proposer parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte et on apprend des techniques pour sortir de l'emprise, mais aussi pour pouvoir la repérer pour ceux qui sont un peu trop bloqués. Euh, alors, attendez, parce que... Comment pouvons-nous faire la différence entre un attachement sain et un attachement pathologique? Bah, c'est pas très compliqué. Un attachement sain, ça veut dire que tu es en sécurité émotionnelle et affective, que ton partenaire soit là ou pas. Et parce que tu as cette confiance, cette bienveillance, cette bientraitance, un projet commun, il n'y a donc pas d'angoisse ou d'anxiété de fond. Et si l'autre avait une blessure ou une pathologie qu'on vient de nommer, ben, tu vas, par ton système d'estime et de confiance en toi qui s'est construit correctement, tu vas le repérer et tu vas mettre fin à la relation, mais calmement. C'est pas de la fuite, c'est vraiment, tu vas dire, il y a un truc qui va pas. Tu vas en parler avec ton partenaire, tu vas voir s'il fait ou pas des démarches pour réparer. Tu iras éventuellement même avec lui dans une thérapie de couple parce que tu vas exprimer tes besoins de façon tout à fait claire. Et si l'autre ne rentre pas là-dedans, on n'a pas la capacité ou la volonté de le faire, bah, tu verras que ça ne tient pas. Et donc, quelqu'un qui a un attachement sécure, il va toujours quitter une relation insécure tôt ou tard. C'est-à-dire que ça peut être très court terme ou à moyen terme. S'il voit que l'autre ne met pas de volonté à aller travailler sur lui, il va arrêter la relation parce qu'elle n'est pas épanouissante, tout simplement. Mais il ne va pas le faire en étant triste, il va juste faire un constat, il va réaliser, il ne va pas se couper non plus de ses émotions, il va juste faire un constat et il va tirer les conclusions de ce constat. Euh, alors, si on reconnaît son défaut dans le couple, est-ce que le partenaire a l'obligation de nous aider à le résoudre ou bien c'est plus simple de le résoudre tout seul? Ben, c'est pas qu'il a l'obligation, tu vois. Poser la question en termes d'obligation, c'est pas une bonne posture intérieure. Donc, normalement, si ton partenaire t'aime, il pourrait tout à fait te dire, écoute, ok, je veux bien t'aider à communiquer différemment, trouver un équilibre, aller voir quelqu'un dans un travail de couple pour mieux comprendre tes besoins et voir comment je peux m'exprimer avec toi. Et toi, de ton côté, tu peux aller faire un travail sur toi-même ou ton partenaire sur lui-même pour essayer d'aller réparer les blessures qui font que tu as tel ou tel type de réaction. Si maintenant tu vois que l'autre dit toujours non, c'est toi et moi tout va bien, et qu'il n'est pas dans la relation, ça veut dire qu'il y a quand même une blessure probablement. Et là, ce serait plutôt effectivement un mécanisme d'évitement. Donc, comme je le disais, détaché, évitant. Et donc, s'il est dans l'évitement, ben, c'est qu'il y a quand même une blessure. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un qui déclenche plus, mais l'évitement, c'est aussi une blessure et c'est un mécanisme de fuite, tout simplement. Si je t'aime, je t'aime. Donc, si je t'aime, je te veux du bien. Et si je vois que tu es en difficulté, ben, naturellement, je peux être là pour t'aider. Je ne vais pas porter à ta place, mais je peux être là pour t'aider. Ça fait partie des choses qu'on apprend dans les formations. C'est faire la nuance entre ces deux cas de figure. Euh, alors, au début, vous avez parlé de niveau de dissociation. Euh, oui, c'est ça. Donc, alors, si les premiers niveaux de dissociation ne sont pas traités, ben oui, donc si tu as un trauma, et donc en gros la question c'est ceci, hein, donc, on a parlé de niveau de dissociation, est-ce qu'il s'agit du dissociative identity disorder? Oui, on parle de la même chose.
c'est ce qu'on appelle aussi du PTSD éventuellement, hein, post-traumatique, euh, stress disorder. Euh, donc, donc, si les premiers niveaux de dissociation ne sont pas traités, est-ce que ça peut amener au DID? Oui, ça pourrait amener un DID éventuellement. Ça va dépendre de la force des traumas, de la puissance des traumas et de la répétition de ceci. Je rappelle que si on a fait un trauma simple, normalement, ça ne devrait pas amener à ça. Mais si on a des traumas complexes, donc il y a eu des répétitions de traumas du même genre ou différents, et en plus, ça vient s'inscrire sur une blessure d'attachement. Et en plus, quand il y a une blessure d'attachement, ou des traumas, souvent les réflexes archaïques ne sont plus intégrés correctement, ça peut provoquer effectivement de la dissociation très puissante. J'accompagne une jeune fille là pour le moment avec ses parents, ils sont en Suisse, qui a des troubles alimentaires et qui a des angoisses de fond et de performances très très puissantes. Donc, je l'ai rencontrée pour la deuxième fois ici cette semaine. Eh bien, pendant le travail, on utilisait une technique corporelle qui vraiment est très très facile pour évacuer le stress. Et je voyais dans son comportement non verbal qu'elle ouvrait les yeux, elle regardait à gauche, à droite. Donc elle avait du mal à s'associer avec l'exercice qu'on était en train de faire, qui est un exercice plutôt sympa. Et donc je lui ai fait faire des tests qu'on utilise en mindfulness, en pleine conscience. Hein, ce sont aussi des formations que je donne. Et on a fait des petits tests juste sur les sens, hein, donc goûter, toucher un objet, regarder un objet qu'on aime bien, goûter un produit qu'on aime bien, etc., eh bien, elle était complètement coupée, même ses sens n'arrivaient pas. Donc, j'ai pu démontrer et montrer ça aux parents. Et donc, j'ai dit, voilà, donc tous les exercices de reconnexion avec le corps vont être très importants. Et d'abord, l'intégration des réflexes archaïques de sécurité, parce qu'ils n'étaient pas intégrés du tout. Donc, s'ils ne le sont pas, la personne est figée, elle se coupe. Hein, c'est un système de défense premier. Et là, évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique, rien ne fonctionnera parce qu'on doit d'abord reconnecter la personne avec son corps et ses ressentis. On doit faire un peu ce qu'on appelle la psychoéducation émotionnelle pour qu'on puisse réparer ces blessures. Mais c'est réparable, mais ça ne va pas demander de travailler d'une certaine façon, voilà, un peu plus particulière. Pour les formations, vous devez tout demander, vous demandez à Nawel, à l'ESPPC, voilà, toutes les informations sur les formations qui sont données, mais il y a tout un agenda qui sont donnés, y compris un agenda de formation à la psychothérapie ou à la relation. Pour ceux qui ont des trous dans leur formation, il y a une formation complète. Donc j'ai plusieurs écoles ici, avec IPRA notamment, en France, en Belgique, au Grand-Duché. Et on enseigne depuis plus de 20 ans, même y compris des psys, des psychiatres sont venus faire des formations, des médecins font des formations pour tous les aspects qu'ils n'ont pas appris pendant leurs études. Donc voilà, il y a une possibilité d'apprendre tout ça et plus. Perte de mémoire totale, ben oui, donc c'est. Voilà. Alors, est-ce qu'une personne qui a l'amnésie dissociative ne se rappelle de rien? Mais oui, l'inconscient. Alors, c'est pas. Oui, son inconscient, forcément, garde les blessures. Hein. Donc, justement, l'inconscient a mis en place un mécanisme d'amnésie pour éviter que la personne ne souffre. Mais l'inconscient, lui, porte toujours la blessure. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours amnésique. Ou sinon, le souvenir reviendrait digéré, c'est-à-dire neutralisé, ou il serait devenu une ressource. Euh, je rappelle aussi, hein, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter le savent, mais euh, le cerveau est très puissant pour effacer. Hein. Donc, un exemple que j'ai déjà donné, c'était une personne qui était venue me voir il y a maintenant une quinzaine d'années. 5 ans avant, elle avait développé, non, pardon, 4 ans avant, elle avait développé une phobie de l'avion, donc 19 ans à partir du moment où je l'ai rencontrée. Et quand je lui ai demandé dans l'année qui précédait l'apparition du symptôme de phobie de l'avion, est-ce qu'il y a eu des épisodes de vie compliqués? Elle m'avait dit non. Je dis des deuils difficiles, non, des enfants, des bébés, des agressions, négligence, etc., des accidents, non, 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 non. Ce qui n'était pas logique. Et quand j'ai concentré sur le symptôme, hein, puisque cette phobie de l'avion était un symptôme, hein, en gros, c'est une réaction du système qui se protège en créant la phobie de l'avion. Je ne savais pas ce qui se cachait derrière, donc j'ai un peu gratté la phobie pour voir ce qui allait venir. En 2 minutes, hein, elle s'est activée assez fortement. Et elle parlait vraiment qu'une petite fille en criant et pourquoi je leur avais dit qu'il ne fallait pas le faire, etc. Et en gros, elle avait perdu un bébé de 13 mois à l'hôpital. Un chirurgien lui avait dit d'opérer son bébé. C'était pas une obligation, mais il le conseillait. Elle a pas osé dire non. Elle a dit oui et le médecin s'est planté. Et le petit loulou de 13 mois décède. Et c'était tellement violent pour son système que son cerveau a effacé le souvenir qu'elle avait même été maman. Elle avait oublié la grossesse, l'accouchement, les 13 mois avec son bébé. Et quand on a gratté, ben, c'est remonté. Et donc, nous, on n'a pas dû travailler sur la phobie de l'avion. On a travaillé sur le deuil de l'enfance que j'ai fait avec elle.
Et quand le deuil a été fait, la phobie était partie toute seule. On n'a pas dû s'occuper de la phobie. Donc, même si tu as une amnésie dissociative, la mémoire est toujours là. Et dans le corps, donc il y a des techniques qui permettent par le corps de réaccéder au souvenir sans que ça ne soit trop violent pour le système et qui va permettre au système nerveux autonome qui régule le stress d'évacuer ce trauma. C'est des choses que j'utilise très très régulièrement. J'ai enseigné à la Croix-Rouge en Belgique, fait d'asile en Belgique, voilà, des militaires aussi après des stress post-traumatiques. C'est des choses qu'on fait très très régulièrement. C'est pas du tout un problème. Alors, on arrive tout doucement à la fin, parce qu'on a même dépassé, donc on va devoir arrêter. Alors, un lien d'attachement insécure qui se tisse dans l'enfance donne des dysfonctionnements à l'âge adulte, voire de blessures. Oui, tout à fait. Donc, si tu règles pas le passé, ben, tu sais pas régler le présent, parce que ce sont. En gros, il faut comprendre que la sous-personnalité qui est apparue, mettons, si tu avais 2 ans, c'est la même quand tu as 50 ans, hein. C'est toujours la même. En gros, ton système de défense pense que tu as toujours 2 ans. Il ne sait pas que tu as un adulte de 50 ans. D'accord? Je rappelle qu'une capsule traumatique, elle est figée dans le temps, elle est figée dans le passé. Et tous les mécanismes de défense sont figés dans le passé. C'est pour ça que dans le travail thérapeutique, on va essayer de ramener la personne dans la conscience, dans le présent, mais à nouveau, ça nécessite des outils et de connaître les pièces du puzzle sur lesquelles on peut travailler et sur celles sur lesquelles on ne peut pas travailler au début. Il y a vraiment un ordre et ça s'apprend. C'est tout un métier. Voilà. Formation a lieu, voilà. Donc en général, euh, voilà. Donc il y a formation présentielle à Mohamedia, mais il y a aussi formation en semi-présentiel, hein, que Karim a répondu. Il y a des parties aussi qui existent en semi-présentiel, c'est-à-dire il y a des cours qui sont donnés en e-learning avec des quiz, etc. Et puis il peut y avoir des modules pratiques aussi certaines techniques sont enseignées pour justement pouvoir pratiquer ensemble et mieux intégrer les outils. Voilà. Euh, si une dernière question aussi encore involontaire et après on va arrêter ici. Voilà. Alors on entend, non, mon micro il n'est pas fermé. Asmaël, donc il faut simplement, tu dois aller voir toi dans les données cellulaires et tu dois toi-même ouvrir ton micro ou ton audio, mais on m'entend très bien. Donc c'est un piège sur le Zoom probablement. Voilà. De toute façon, c'est enregistré, ça sera en replay. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ou sinon, ben, je vous remercie de votre présence, de votre participation et de toutes vos questions qui étaient très intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà. Et À la Inch'Allah, prochaine. j'espère qu'on se verra au mois de mai. Je viens du 7 Oui, au 21 mai à oui, Mohamedia. oui. Voilà. Et si vous Donc, êtes intéressé par les autres formations, y compris à distance, il suffit de contacter Nawel qui reviendra vers moi. Tout existe oui, déjà. Alors, merci attendez, beaucoup. je vois juste une dernière question quand même qui est apparue. Comment peut-on identifier une personne qui à chaque fois prend la décision de quitter une relation? Ben, ça, c'est ce qu'on appelle justement l'attachement détaché évitant, c'est probablement l'évitant. Et donc, ben, comme il est dans ses peurs, il va quitter la relation. Plus on va le poursuivre, plus il va se sauver. C'est très souvent un attachement, ça peut être soit un attachement insécure, anxieux, qui du coup est anxieux parce que l'autre ne répond pas, et du coup va aller de plus en plus lui demander des choses, qui va faire fuir de plus en plus son partenaire. Ça, c'est un des mécanismes assez classiques. Voilà, mais donc c'est une blessure, ça se travaille, ça se répare, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée, Merci et beaucoup. Inch'Allah, à bientôt. Et on vous donne rendez-vous le 25, Inch'Allah, pour la deuxième conférence, Ah oui. la séparation et l'abandon. Attends, parce que je Merci vois qu'il y a un beaucoup, truc qui Yves. apparaît sur la. C'est pas la dépression, parce que je vois que Karim a mis la dépression. C'est sous le thème de la dépression, La jeudi. dépression. OK. Voilà, voilà. OK. Le 25, la dépression. Merci beaucoup, Yves. Bonne Shukran. soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye.